Программа «Вехи» в гостях у Аляна де Бенуа в Париже, в редакции журнала «Кризис». И господин де Бенуа ответит на наши вопросы. Сейчас мы с господином де Бенуа обсудим ситуацию в Европе. Bon, monsieur Alain de Benoît, je suis très reconnaissant que vous avez accepté de participer dans notre canal de télévision qui s'appelle Space, dans notre programme Vechi, qui s'appelle Vechi, les orientations. Donc, comment vous pouvez commenter tout ce qui se produit maintenant en Europe, ces émeutes des jeunes émigrés, brûlure des autos, donc la situation de couvre-feu, qu'est-ce que vous pensez, quelles sont les raisons et quels seront les résultats, comment se faire maintenant, qu'est-ce que faire? Je crois qu'il y a forcément plusieurs niveaux d'analyse. Il y a une situation immédiate, c'est-à-dire un certain nombre d'émeutes qui se déroulent dans la plupart des villes de France, avec des voitures brûlées, des forces de police attaquées, des gymnases, des écoles, des magasins qui sont incendiés. Bon, c'est évidemment une situation qui est inacceptable et à laquelle les pouvoirs publics doivent essayer de mettre fin. Mais il faut évidemment aller au-delà, c'est-à-dire s'interroger sur les causes. Alors, il y a des causes sociales, incontestablement, et il y a des causes politiques. Et d'une manière générale, il y a en arrière-plan tout le problème de l'immigration. Je dirais que les événements qui se déroulent aujourd'hui montrent que le problème de l'immigration n'a jamais été pris à sa pleine mesure et que l'on n'a jamais réussi à le régler. C'est la raison pour laquelle je crois que les responsabilités sont elles-mêmes à double niveau. Il y a bien entendu les responsabilités des émeutiers qui brûlent, je crois maintenant, 6 000, 7 000, 8 000 voitures, dont il faut préciser que ce sont des voitures qui appartiennent aux couches les plus pauvres de la population. Mais au-delà de ces responsabilités-là, c'est-à-dire les responsabilités des émeutiers, il y a les responsabilités d'une classe politique de droite et de gauche qui n'a pas su prévoir ce qui était prévisible et qui en particulier, par le biais d'une politique sociale très négative, d'une urbanisation sauvage, a laissé se créer en France 500 ou 600 quartiers qui sont des ghettos en quelque sorte, ou que l'on appelle en France des zones de non-droit, c'est-à-dire où le courrier n'est plus distribué, où les pompiers, les médecins, la police ne se rendent plus, et qui vivent d'une manière autarcique, en quelque sorte, grâce à ce qu'on appelle l'économie souterraine, toute une série de trafics, de drogues notamment, etc. Alors, il y a là un échec complet de la politique d'immigration, qui a été une immigration massive, une immigration très rapide dans le temps et qui a fait venir en France, dans des conditions douteuses, des hommes et des femmes qui, de surcroît, avaient des différences culturelles beaucoup plus grandes par rapport à la population française que les immigrations précédentes, qui étaient essentiellement des immigrations d'origine européenne. Donc vous avez un problème culturel, vous avez un problème social, vous avez un problème politique, bien entendu. Est-ce qu'on peut dire que les coupables sont les émigrés? Non, je ne crois pas du tout que les coupables sont les immigrés. Les émeutiers sont coupables de ces émeutes. Il est évident que je ne vais pas recourir à une sociologie politiquement correcte pour dire que s'ils ont des difficultés à l'école, des difficultés pour trouver un endroit, ça explique qu'ils brûlent des hôpitaux, des crèches, des écoles, des magasins, des centres sociaux, des gymnases, etc. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont de grandes difficultés sociales. Il y en a de plus en plus d'ailleurs dans un pays comme la France où le niveau de vie tend plutôt à baisser. Je parle du niveau de vie de la grande majorité de la population, car les bénéfices des grandes sociétés commerciales ont au contraire tendance à monter, mais tous ces gens-là ne se livrent pas à des émeutes. Donc il y a une responsabilité.
Mais les grands coupables, ce sont ceux qui ont créé une situation explosive dans laquelle la moindre étincelle était susceptible de mettre le feu aux poudres. Je dirais de plus, concernant plus particulièrement la France, que nous assistons à l'échec tragique du mode français d'intégration. Vous savez que dans les différents pays d'Europe, les politiques d'immigration peuvent varier, selon en particulier que les différences religieuses, ethniques, culturelles sont ou non reconnues. La tradition politique française, qui est une tradition marquée par l'État-nation jacobin, consiste essentiellement dans l'assimilation. Et c'est une assimilation individuelle, c'est-à-dire que la loi républicaine française ne veut pas connaître l'existence de communautés. Elle admet leur existence, mais à condition qu'elles soient en quelque sorte invisibles du point de vue politique, c'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas dans la sphère publique et qu'elles se trouvent donc rabattues sur la sphère privée. Or, c'est une attitude qui a pu avoir son efficacité dans le passé, lorsque les différences culturelles étaient assez minces, et surtout lorsqu'il existait des grands creusets, des institutions qui jouaient le rôle de creuset d'intégration. L'école, l'armée, des choses de ce type-là. Aujourd'hui, toutes ces institutions sont en crise, et les communautés dont on ne veut pas reconnaître l'existence publique, eh bien, elles réapparaissent par compensation d'une manière pathologique, d'une manière convulsive dans la vie publique. Mon sentiment personnel est que si l'on avait reconnu l'existence de ces communautés, qui en soi n'ont rien de pathologique, on ne verrait pas aujourd'hui revenir comme un ressort qu'on a comprimé trop longtemps ces identités qui s'affirment évidemment dans des conditions tout à fait convulsives et déplorables. Ça pose aussi la question de l'identité des Français et des Européens, parce que ceux qui font maintenant le défi, qui représentent maintenant le défi, ce sont les gens porteurs de l'autre identité, en quelque sorte. Ça donc s'évoque la question de l'identité propre aux Européens. Bien sûr, bien sûr. Et là, je crois que c'est un grand problème, car les Européens sont incertains eux-mêmes de leur identité. L'Europe est aujourd'hui un continent vieillissant, d'abord sur le plan démographique, qui n'a plus grand souci d'être une puissance, qui ne veut plus jouer un rôle dans le monde, qui donne parfois l'impression de vouloir sortir de l'histoire. Et beaucoup de gens parlent d'identité, et ils en parlent d'autant plus que le système socio-économique, disons pour faire bref, le capitalisme libéral, est intrinsèquement destructeur d'identité. On le voit bien, comment la mondialisation, la globalisation, dont l'essence est à la fois technologique et financière, éradique les identités qui sont autant d'obstacles à l'extension de la logique financière dont le point d'aboutissement est le désir de transformer la planète en un immense marché, un immense supermarché. Donc nous vivons une époque d'effacement des identités, au moins pour l'Europe occidentale. Et ces Européens, ces Français, qui sont en quelque sorte un peu privés d'identité, qui n'arrivent plus très bien à définir leur identité, ou qui la définissent en creux, c'est-à-dire négativement, en disant « nous ne sommes pas des immigrés, nous ne sommes pas des Maghrébins », c'est-à-dire « nous ne sommes pas ceci et cela », mais dire « je ne suis pas ceci ou cela » ne dit pas ce que je suis. Eh bien, ces gens-là se trouvent aujourd'hui confrontés brutalement à des jeunes qui se font une idée de leur identité, qui en ont parfois une, identité de leurs origines, de leurs racines, de leur culture, de leurs croyances, et qui de surcroît ont une très grande vitalité physique et démographique. Et le choc entre cette minorité et qui a une grande vitalité physique et démographique et une majorité qui est de plus en plus impuissante, vieillissante et qui n'arrive plus à concevoir un grand dessein politique est l'une des raisons, bien entendu, des troubles auxquels nous assistons actuellement. Qu'est-ce que vous pensez sur le projet futur de l'Europe? Parce que dans cette condition,
avec tant de défis de tous les côtés, incluant les défis intérieurs par les émigrés, c'est difficile à imaginer de rester longtemps dans le monde de compétition des projets aussi. Bien sûr. Alors, je dirais d'abord que pour moi, l'Europe est une nécessité. Elle est une nécessité, cela signifie que je ne raisonne pas fondamentalement en termes de nation ou d'État-nation, mais en termes de continent ou en termes d'empire ou en termes de fédération, de grandes fédérations. Je veux dire par là que le monde postmoderne auquel nous sommes confrontés se trouve devant une grande alternative. Ou bien nous allons, par le biais de la globalisation, vers un monde homogène, unifié, où les différences, les cultures, les personnalités collectives, les identités collectives auront disparu. Ce sera un monde unipolaire qui, dans les conditions présentes, sera tout naturellement dominé par la plus grande puissance mondiale, qui est la puissance des États-Unis d'Amérique. Ou bien au contraire, les ensembles culturels, les ensembles de nations qui sont réunis par la géographie, par l'histoire, par les valeurs, s'entendent pour créer des pôles de civilisation et de culture, qui soient aussi des pôles de volonté et de dessein politique. Et ces pôles jouent le rôle de régulation de la mondialisation. Car aujourd'hui, les États, la plupart des États, je dirais qu'ils sont ou trop petits ou trop grands. Ils sont trop grands pour répondre à l'attente quotidienne de leurs citoyens, et ils sont trop petits pour faire face par eux-mêmes à l'ampleur des grands défis planétaires qui nous sont posés sur le plan financier, économique, écologique et bien d'autres domaines encore. Donc pour moi, nous n'avons pas le choix. Il faut que l'Europe se réunisse, s'unisse, mais cela pose évidemment la question des modalités de cette construction européenne. Or, jusqu'à présent, la construction européenne s'est faite essentiellement dans le domaine économique et financier, très peu dans le domaine politique, et lorsque l'on a essayé de passer au niveau politique, il y a eu toute une série de blocages, et depuis le référendum en France qui a rejeté le projet de traité constitutionnel, depuis un certain nombre d'événements récents, aujourd'hui on peut dire que l'Europe est complètement bloquée et qu'on ne voit pas comment elle va débloquer la situation qui lui est pourtant, de toute évidence, très préjudiciable. Je crois que c'est Nietzsche qui disait « l'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau ». Et je pense que c'est une image assez juste, c'est-à-dire c'est seulement dans des conditions de défis très, très aigus, dans des crises très fortes, que les Européens se ressaisiront pour se rassembler. Mais en tout cas, quant à l'objectif, quant à la perspective, à mon avis, elle est dictée à la fois par la conjoncture, c'est-à-dire la globalisation et la nécessité de parvenir à un monde multipolaire, et elle est dictée aussi par la géopolitique, c'est-à-dire que nous appartenons en Europe occidentale, en Europe orientale, en Russie et jusque vers le continent asiatique, à un ensemble européen qui a sa logique. Carl Schmitt parlait de la logique de la terre par opposition à la logique de la mer. Je crois que c'est une opposition tout à fait exacte. Les États-Unis, c'est la logique de la mer, et nous sommes dans la logique de la terre. Comment vous apercevez le rôle de la Russie dans le futur développement des événements géopolitiques, des rencontres? La Russie a un rôle capital à jouer, pour des raisons ne serait-ce que géographiques et historiques, bien sûr, mais d'abord géographiques, puisqu'elle est au centre même du continent, de la même façon que l'Allemagne a un grand rôle à jouer, parce qu'elle est au centre de l'Europe, de la péninsule, disons, européenne. Par conséquent, l'avenir de la Russie ne concerne pas que les Russes, il concerne tous les Européens. Selon la façon dont la Russie évoluera dans les 10, 15 ou 20 années qui viennent, eh bien c'est tout l'avenir de notre continent qui sera transformé. Je suis personnellement pour qu'il y ait des liens étroits entre la Russie et le reste de l'Europe,
sous les formes les plus adaptées et qui sont à déterminer. Cela peut aller d'une unification qui paraît quand même dans l'immédiat très difficile à réaliser, jusqu'à des formes diverses de partenariats privilégiés, mais au-delà de ces formulations particulières, je crois que ce qui compte et ce qu'il faut retenir, c'est l'idée très forte que nos destins sont absolument liés. Nous ne sommes plus à l'époque, au XVIIIe siècle, où l'Europe occidentale pouvait se déterminer à part, comme la Russie pouvait elle-même se déterminer à part. Nous sommes liés par la conjoncture et par l'histoire. Pour finir, est-ce que vous avez quelques messages, disons, à auditoires russes, aux personnes qui nous regardent, qui nous entendent maintenant? Eh bien, d'abord, je ne veux pas apparaître comme l'occidental qui donne des leçons. Donc, ce que je dirais aux Russes d'abord, c'est que nous les regardons non seulement avec amitié, bien sûr, mais aussi avec espoir, parce que nous attendons beaucoup d'eux. Nous savons très bien qu'ils se trouvent dans une situation très difficile, à la croisée des chemins, et qu'ils sont affrontés à une multitude de problèmes. Je disais, l'Europe est vieillissante, la Russie aussi. Il y a aussi une déperdition démographique en Russie. Il y a aussi tous les phénomènes de conjoncture politique et géopolitique auxquels nous sommes affrontés, les guerres, et vraisemblablement, le pire est encore à venir. Ce que je souhaite, c'est que les Russes, qui sont un peuple immense, puissent à nouveau donner l'exemple. Et j'espère que nous pourrons nous appuyer les uns sur les autres pour nous faire bénéficier les uns et les autres de ce que nous pouvons mutuellement nous apporter de meilleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.